l'émission radio d'Info-Jeunes Bruxelles. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez la Juridique sur Radio Panique 105.4. Alors aujourd'hui on va aborder ensemble les droits des étudiants étrangers avec Mel et Flo, salut. Salut. Et Thomas à la technique. Salut, et il peut pas répondre. Alors, dans l'ordre, on va expliquer en fait ce qu'on entend par étudiants étrangers. On va voir que sont différenciés les étudiants qui viennent de l'Union européenne des étudiants dits hors UE. Nous suivrons ensuite, étape par étape, les démarches que devront suivre ces étudiants avant d'arriver en Belgique avec les visas, les équivalences de diplômes, les préinscriptions et les différentes procédures. Puis nous expliquerons les démarches à faire une fois que l'étudiant arrive sur le territoire belge. Et enfin, nous parlerons du renouvellement du titre de séjour et de ce qui se passe après les études. Alors avant de commencer, c'est un hasard du calendrier, on a justement appris la semaine dernière que la date limite d'inscription pour les étudiants étrangers hors UE qui veulent s'inscrire dans une université francophone a été avancée d'1 mois. Alors on en parlera plus tard quand on abordera le sujet des préinscriptions. Pour commencer, Flo, est-ce que tu peux nous expliquer qui est considéré comme un étudiant étranger en Belgique ? Et oui, en fait c'est assez simple, on va considérer comme étudiant étranger toute personne qui n'a pas la nationalité belge, qui vit dans un autre pays que la Belgique et qui a pour projet de venir suivre des études supérieures en Belgique. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui concerne l'enseignement supérieur. Et pour vous donner quelques données chiffrées, on s'est basé sur les statistiques de l'ARES. Alors l'ARES, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. C'est en fait la fédération des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc ça va regrouper des représentants des différents établissements. Et l'ARES a notamment pour mission de gérer un système de collecte de données statistiques relatives à l'enseignement supérieur. Et une autre de ses missions, c'est évidemment d'en publier les résultats. Les statistiques disponibles sur leur site, elles datent de l'année 2016-2017. Donc ça fait quand même plus de 5 ans. Mais voilà, pour cette année-là, en tout cas, plus d'un étudiant sur 5 en Belgique francophone était un étudiant étranger. Et donc parmi ces étudiants étrangers, il y avait environ 15% des étudiants qui venaient d'un pays membre de l'Union européenne et un peu plus de 5% qui venaient d'un pays tiers, donc un pays en dehors de l'Union européenne. Alors dans certaines filières, c'était même bien plus élevé, puisque par exemple, les écoles supérieures des arts avaient 46% d'étudiants étrangers, donc presque un étudiant sur 2. Et ce sont les secteurs de la santé et de l'art qui regroupaient le plus d'étudiants étrangers. Donc quand on regarde les nations pour l'ensemble des études supérieures, les Français et les Françaises représentaient 60% du total des étudiants étrangers présents en Belgique. Alors une autre source de données importante dans la matière dont on va discuter aujourd'hui, c'est le rapport annuel que publie chaque année MIRIA, le Centre fédéral migration. Et là, ils viennent de sortir le rapport annuel 2022. Alors une partie de ce rapport, ça concerne les étudiants qui demandent un visa pour études. Donc ce sont des données qui ne concernent que les nationalités qui ont besoin d'un visa pour venir en Belgique. Donc là, dans les données de MIRIA, ça ne reprend pas les nationalités des pays de l'Union européenne. Et de plus, ces données sont disponibles pour l'année 2021, pas encore pour l'année 2022. Et donc en 2021, les visas pour études représentent 30% des visas long séjour accordés, tous motifs confondus. Et donc en chiffres vraiment, ça fait 10 767 visas qui ont été accordés pour des études. Et dans tout ça, il y a eu 92% des visas qui ont été délivrés dans le cadre d'études de l'enseignement supérieur reconnues et seulement 4% qui concernaient des études dans l'enseignement supérieur privé dont on parlera un peu plus tard. En moyenne, 22% de toutes ces demandes ont été refusées. Cependant, on voit que la proportion varie fort d'une nationalité à l'autre. Par exemple, il y a eu à peine 1% de refus pour les étudiants qui venaient de Chine, d'Inde ou encore des États-Unis, alors que 52% des demandes venant du Cameroun sont refusées. Et pour vous donner une idée des principales nationalités des bénéficiaires d'un visa pour études, on a en premier lieu le Cameroun, en deuxième la Chine et en troisième le Maroc. Maintenant que vous savez un peu plus ce que c'est qu'un étudiant étranger, que vous avez quelques chiffres, on va voir étape par étape toutes les démarches que l'étudiant ou l'étudiante va devoir entreprendre avant même d'arriver en Belgique. Alors Mel, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, et donc je vais préciser que dans toutes les explications qui suivent, on va différencier l'étudiant qui vient d'un pays de l'Union européenne et l'étudiant qui vient d'un pays en dehors de l'Union européenne, parce que les règles qui s'appliquent à eux, elles sont différentes. Alors en réalité, on va appliquer les mêmes règles aux étudiants qui viennent du Liechtenstein, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse qu'aux étudiants venant d'un pays de l'Union européenne. Donc pour la suite de l'émission, quand on parlera de pays de l'UE, cela concernera aussi ces 4 pays.
Alors pour les personnes venant d'un pays en dehors de l'Union européenne, vous entendrez aussi parfois le terme ressortissant de pays tiers. Et on commence par ceux qui devront faire le plus de démarches, à savoir les étudiants qui viennent d'un pays en dehors de l'UE. Le principe est simple. Pour entrer sur le territoire d'un pays, il faut une autorisation. Pour les personnes qui viennent d'un pays de l'UE ou du Liechtenstein, de la Norvège, de l'Islande ou de la Suisse, leur carte d'identité suffit et ils n'ont pas besoin de faire de démarches supplémentaires pour entrer sur le territoire belge. Par contre, pour les personnes venant d'un pays tiers, donc en dehors de l'UE, elles auront besoin d'une autorisation spéciale pour venir en Belgique. C'est ce qu'on appelle un visa. Donc pour voyager, on a généralement besoin d'un passeport, qui est une sorte de carte d'identité internationale. Il reprend vos informations personnelles et permet de prouver et contrôler votre identité. Et en plus de cela, pour voyager dans certains pays, il faut aussi une autorisation, donc un visa. Ce sont 2 documents différents. Alors, comment on fait pour avoir ce fameux visa ? Pour être autorisé à venir étudier en Belgique, l'étudiant étranger hors Union européenne va devoir introduire sa demande de visa pour études auprès de l'ambassade ou du consulat de Belgique qui est compétent pour son pays de résidence. Donc, par exemple, une personne marocaine qui vit au Maroc devra faire sa demande au consulat belge à Rabat, donc au Maroc. Il va introduire une demande de visa D, c'est-à-dire un visa pour un long séjour. Alors pour ça, il faut plusieurs documents. La liste précise des documents, elle est disponible sur le site internet de l'ambassade ou du consulat belge compétent. Il faut donc vérifier qu'on a la bonne liste et qu'on a tous les documents nécessaires avant d'introduire la demande de visa. Alors on ne va pas passer ici en revue tous les documents aujourd'hui, mais on va s'arrêter sur certains points et c'est Florence qui commence pour vous expliquer tout ça. Alors le premier point d'attention, ça va être l'équivalence de diplôme. Alors une équivalence de diplôme, c'est un document qui va déterminer le niveau des études que la personne a suivies à l'étranger. Donc ça veut dire telles études suivies dans tel pays, ça correspond à ce diplôme ou à ce niveau d'études en Belgique. Par exemple, l'équivalence, elle va reconnaître officiellement qu'un baccalauréat général français, ça correspond au CESS belge, donc le diplôme de fin d'études secondaires en Belgique. Et pour introduire sa demande de visa D, il faudra bien souvent joindre la preuve qu'on a introduit une demande d'équivalence. À quoi ça sert ? L'équivalence du diplôme de fin d'études secondaires, elle est obligatoire pour s'inscrire dans un établissement supérieur reconnu à un premier cycle d'études. Donc le premier cycle d'études en Belgique, ça s'appelle le bachelier. Alors concernant cette procédure d'équivalence, il y a quelques infos importantes à vous donner. Il faut introduire sa demande d'équivalence entre le 15 novembre et le 15 juillet auprès du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on conseille d'envoyer son dossier le plus rapidement possible parce que ça peut vraiment prendre plusieurs mois avant d'obtenir une réponse. Alors une autre info importante, c'est qu'il faut payer à l'avance 150 € pour les frais de dossier et joindre la preuve de paiement au dossier. Et donc les documents à fournir, ça peut varier en fonction du pays dans lequel les études ont été suivies. Par exemple, une personne qui a étudié en France ne devra pas fournir exactement les mêmes documents qu'une personne qui a fait ses études secondaires au Maroc. Et pour savoir précisément quels documents il faut envoyer, il faut les regarder sur le site du service des équivalences de diplômes. Pour de nombreux pays, il faut envoyer les documents originaux, c'est-à-dire le diplôme, les relevés de notes, etc., par courrier. Et il faudra ensuite faire une demande écrite pour récupérer ces documents originaux. Alors pour les pays en dehors de l'Union européenne, il faudra en plus apporter la preuve qu'on a eu accès aux études supérieures dans son pays d'origine. Pour ça, on peut fournir tout document prouvant qu'on a eu accès à des études supérieures, comme une preuve d'inscription dans un établissement, une attestation de réussite, le fait qu'on a passé un examen d'admission, etc. Pourquoi est-ce que le service des équivalences de diplôme, elle demande cette preuve ? Prenons l'exemple d'un étudiant marocain. Au Maroc, l'accès aux études supérieures n'est pas libre. Donc si on est titulaire du baccalauréat, il faudra en plus se soumettre à un processus de sélection. La logique du service des équivalences en Belgique, c'est de se dire que si l'étudiant il n'a pas accès aux études supérieures dans son pays d'origine, il n'y a pas de raison qu'il ait accès aux études supérieures en Belgique. Et c'est pour cette raison-là que pour avoir son équivalence, il faut apporter cette preuve. Ok, alors quand on reçoit la réponse du service des équivalences, quelle information ça nous donne ? Une fois qu'on reçoit son équivalence de diplôme, il faut bien faire attention à ce qui est écrit dessus, évidemment, parce que c'est l'équivalence qui va déterminer les études auxquelles l'étudiant aura accès. En fonction de l'équivalence qui sera délivrée, on aura accès à certaines études et peut-être pas à d'autres. Donc il y a 4 situations différentes qui sont possibles en fonction de ce qui sera mentionné sur le document officiel remis par le service des équivalences. La première situation sera inscrit que le diplôme d'études secondaires est reconnu, équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur, donc le CESS. Et là, ça va donner accès à l'ensemble des formations supérieures.
Alors attention, évidemment, pour certaines études comme médecine ou ingénieur civil, il faudra quand même réussir l'examen d'entrée. Une deuxième situation serait celle selon laquelle le diplôme d'études secondaires est reconnu équivalent au CESS, permettant la poursuite des études dans l'enseignement supérieur universitaire, mais limité à un ou des domaines ou à des branches de ce domaine. Dans ce cas-là, on a accès au cursus universitaire, mais uniquement dans certaines filières. Et ça, ce sera précisé sur le document d'équivalence. Par exemple, il s'est inscrit que l'accès peut être limité au domaine des sciences. Et donc ça, c'est un domaine qui comprend plusieurs secteurs, comme par exemple le droit, la communication ou encore la philosophie. Les sciences humaines. Les sciences humaines, oui. Pas les sciences. Ah oui, pardon. Voilà, ce sont les sciences humaines. Oui, effectivement. Alors, une troisième situation, par exemple, il va être écrit que le diplôme d'études secondaires est reconnu équivalent au CESS. Ça permet la poursuite des études uniquement dans l'enseignement supérieur de type court ou uniquement dans l'enseignement de type long. Là, pour le type court, ça veut dire qu'on a accès uniquement au programme de bachelier en haute école ou en promotion sociale. On n'a donc pas accès à l'enseignement supérieur universitaire. Pour le type long, c'est l'inverse, ça veut dire qu'on n'a accès qu'à l'université et pas aux hautes écoles. Afin de pouvoir accéder aux études qu'on souhaite suivre, si l'équivalence ne le permet pas, on aura le choix entre la réussite de l'examen d'admission universitaire ou la réussite des examens organisés par le jury de la communauté française en vue d'obtenir le diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur, qu'on appelle plus communément le DAES. Et enfin, la dernière situation possible, c'est quand le diplôme d'études secondaires n'est pas reconnu équivalent au CESS. Et alors dans ce cas-là, on n'a pas accès à l'enseignement supérieur du tout. Et afin de pouvoir accéder aux études supérieures, on aura le choix entre la réussite de l'examen d'admission universitaire ou la réussite des examens organisés par le jury de la communauté française en vue d'obtenir le CESS et de poursuivre les études supérieures. Oui, donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de choses auxquelles il faut faire attention pour cette demande d'équivalence. Est-ce que tu as un tout dernier conseil à donner sur ce point ? Oui, comme je l'ai déjà dit, le traitement d'une demande d'équivalence, ça peut vraiment prendre plusieurs mois et le service des équivalences, il est très très difficile à joindre. Alors veillez à vous y prendre bien à temps et à bien vérifier que votre dossier est complet et que vous n'avez rien oublié. Et pour la demande de visa, on verra ça ensuite avec Mélanie. Ouais, peut-être juste repréciser un truc par rapport aux équivalences, tu l'as bien dit en début, mais donc une demande d'équivalence, c'est nécessaire uniquement pour l'inscription à un premier cycle, en bachelier. C'est donc, ça. par exemple, pour les étudiants qui veulent poursuivre un master, donc arriver en Belgique et s'inscrire directement en master, là, il n'y a pas besoin d'équivalence de diplôme, c'est l'établissement. C'est ça, il faut faire la demande directement au jury de la fac qu'on souhaite rejoindre, et c'est ce jury-là qui verra si, sur base du parcours antérieur, l'étudiant est admis en master ou pas. Alors du coup, je vais continuer donc avec la demande de préinscription. Donc c'est aussi un autre document important pour la demande de visa. Et donc c'est un document qui prouve que vous avez fait une demande à un établissement supérieur et que cet établissement vous acceptera à la rentrée. Pour recevoir un visa pour études, il faut que les études choisies remplissent certaines conditions. C'est possible de faire une année préparatoire en français si on ne maîtrise pas encore assez la langue. Pour ça, la seule école à Bruxelles qui donne des inscriptions pour 1 an, c'est l'IFCAD et il faut avoir au moins 12 heures de cours par semaine. Pour le reste, il faut que ce soit des études de plein exercice et il faut être inscrit à au moins 54 crédits sur l'année. On peut donc s'inscrire en haute école, à l'université ou en école supérieure des arts. C'est aussi possible de s'inscrire dans une école de promotion sociale. Dans ce cas, il faut qu'il s'agisse d'un bachelier supérieur de 3 ans en cours du jour et il faut que les cours s'étalent sur 40 semaines au moins sur l'année. Et comment on fait exactement pour avoir cette préinscription ? Eh bien, le réflexe à avoir, c'est de toujours bien regarder la procédure qui est expliquée sur le site internet de l'établissement qu'on a choisi. C'est à cet endroit que l'on va trouver les conditions d'admission, les documents nécessaires, le formulaire à remplir et les dates d'inscription. Il y a une date à bien retenir pour les personnes qui veulent s'inscrire dans une université. C'est ce dont Juliette parlait en tout début d'émission. Et donc c'est le 31 mars. C'est la date limite pour les demandes de préinscription des étudiants hors Union européenne. Et depuis cette année, la date elle a été avancée d'1 mois. Après le 31 mars, ce ne sera plus possible de faire la demande. Et donc pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, par contre, ça varie d'une école à l'autre. Certaines écoles exigent même de venir faire la préinscription sur place en Belgique, ce qui est extrêmement compliqué et coûteux pour un étudiant qui vient de loin. Concernant les études possibles, on doit aussi vous parler des établissements privés. Un établissement privé, c'est un établissement qui n'a pas été reconnu, agréé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire aussi que ces établissements ne doivent pas suivre les mêmes règles que les établissements officiels. Ils peuvent donc décider tout seuls des frais d'inscription, qui sont généralement très élevés, des règles en place dans l'établissement, du programme, etc.
Ça veut aussi dire qu'ils ne délivrent pas de diplôme reconnu. Ça ne veut pas dire que le diplôme reçu dans ces établissements ne vaut rien, mais ça veut dire qu'il ne permet pas d'obtenir d'équivalence de diplôme en Belgique ni à l'étranger, que ça ne permet pas de postuler à certains postes pour lesquels on demande un diplôme précis, comme dans l'administration ou dans l'enseignement par exemple. On conseille donc d'être prudent et de bien se renseigner sur l'établissement avant de s'y inscrire. Alors, il est possible d'obtenir un visa D sur base d'une inscription dans un établissement privé. L'étudiant devra alors pour cela démontrer l'intérêt de poursuivre ses études en Belgique et l'existence d'une continuité dans son cursus scolaire. Si l'étudiant prévoit de faire ce type d'études, le droit au séjour n'est pas automatique. Donc l'administration fera un examen individuel de la demande en tenant compte de plusieurs critères objectifs. Pour information, une demande de visa sur 2 est refusée lorsqu'il s'agit de l'enseignement privé. On conseille donc d'écrire une bonne lettre de motivation pour expliquer son choix. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On va faire déjà une première pause musicale. On va écouter Craig Cruiser avec Invisible Friend. Vous êtes sur Radio Panique 105.4. Ok, nous sommes de retour sur la Jury Click, l'émission d'Inforjeune Bruxelles, et que vous écoutez sur Radio Panique 105.4. On a vu qu'il y avait déjà pas mal de démarches en ce qui concerne les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Belgique. Mélanie, tu nous as expliqué les conditions qui concernent plutôt les études. J'imagine qu'il y a d'autres conditions à remplir pour obtenir ce visa. Florence, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et oui, il y a d'autres conditions, ce serait trop beau de s'arrêter aux équivalents. Alors, en plus des conditions qui vont concerner les études qu'on vient d'expliquer, une personne qui demande un visa pour venir étudier en Belgique, elle va devoir prouver qu'elle a des moyens de subsistance suffisants. Pour l'année académique 2023-2024, il faudra prouver qu'on a 789 € net par mois pour toute l'année. Alors comment est-ce qu'on peut prouver ça ? Une première option, c'est d'avoir une attestation, soit d'une organisation internationale, d'une autorité nationale, d'une communauté, région, province, commune, ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur, qui précise que le ressortissant du pays tiers bénéficie ou bénéficiera très prochainement d'une bourse ou d'un prêt. Donc première option, avoir une bourse ou un prêt. Pour info, c'est plutôt rare d'avoir un étudiant étranger qui arrive avec une bourse. En tout cas, ceux qu'on croise n'en ont
souvent pas. Alors deuxième possibilité, ce sera d'avoir un engagement de prise en charge. Et c'est cette situation qui va concerner le plus d'étudiants. Alors dans ce cas-là, il faut trouver une personne qui est prête à se porter garant pour la durée des études. Et le garant, il va devoir remplir plusieurs conditions. Il y a des conditions qui vont concerner sa nationalité ou son titre de séjour, ou encore son lien de parenté avec l'étudiant. Alors on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais sachez qu'il y a plusieurs cas de figure possibles. Ensuite, il y a bien entendu des conditions financières à respecter. Le garant, il va devoir prouver qu'il a des moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour chaque personne qu'il décide de prendre en charge. Donc le garant, il va devoir prouver qu'il dispose de 1 969 € net par mois pour lui-même, plus 789 € net pour l'étudiant pris en charge tous les mois. Ça fait donc 2 758 € net par mois à prouver, c'est quand même beaucoup. Et pour prouver qu'on a cet argent, on ne peut pas utiliser ses allocations de chômage, les allocations familiales, l'aide du CPS, etc. Donc si le garant, c'est un travailleur salarié, il devra fournir des fiches de paye. Et s'il est travailleur indépendant, il devra fournir un document établi par un service public qui va prouver ses revenus. Donc la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et aussi son inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Donc en gros, l'indépendant, il doit prouver qu'il gagne assez d'argent et qu'il est en ordre administratif. Peut-être ajouter que les 789 € net pour l'étudiant pris en charge, c'est par étudiant. Donc ça veut dire qu'un garant qui prendrait plusieurs étudiants à sa charge, donc il doit avoir les 1 969 € pour lui, et alors plus 789 par étudiant. Donc ça peut vite monter, quoi. C'est ça, donc le montant 2 758 €, ça c'est vraiment le garant qui prend qu'un seul étudiant à sa charge. Donc pour en prendre plusieurs, il faut déjà avoir des sacrés revenus. Et bien le garant, en quoi est-ce qu'il s'engage ? C'est pas tout de dire ok je veux bien être garant, mais en quoi est-ce qu'il s'engage légalement ? Eh ben, il s'engage à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant de pays tiers pris en charge, donc de l'étudiant. En gros, il est là pour garantir à l'État belge que si l'étudiant ne sait plus subvenir à ses besoins, ben, le garant il sera là pour intervenir financièrement. C'est pour assurer que l'étudiant étranger ne sera pas une charge financière pour la Belgique. Et ici, on a quand même une petite remarque à faire. Cette règle peut donner l'impression que le garant va aider l'étudiant à payer ses frais, l'héberger en cas de problème, etc. En pratique, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on rencontre beaucoup d'étudiants qui n'ont pas du tout de contact avec leur garant et qui ne reçoivent donc pas d'aide de sa part. Et donc, on conseille aux personnes qui veulent venir étudier en Belgique d'avoir, quoi qu'il en soit, de l'argent de côté pour financer leur année. Et alors, dernière information qui concerne le garant, il va devoir remplir un document officiel, l'annexe 32, qui est disponible sur le site de l'Office des étrangers. Alors là, je vous ai expliqué 2 options pour prouver les moyens de subsistance, la bourse ou le garant. Il existe une 3e et dernière option, c'est d'avoir tout autre moyen de preuve. C'est ça qu'il est écrit sur le site de l'Office des étrangers. Donc ça pourra être par exemple une attestation établie par l'établissement d'enseignement supérieur précisant que le ressortissant de pays tiers a déposé sur un compte bloqué et géré par l'établissement une somme qui couvre les frais de son séjour en Belgique. Ça veut dire qu'il faut déposer sur le compte bloqué 789 € x 12 pour les 12 mois de l'année, et donc il faut déposer à peu près 9 500 €. Alors attention, il n'y a que quelques universités en Belgique qui ont mis en place un système de compte bloqué pour les étudiants étrangers. Ce ne sera donc possible que dans certains cas. Ça pourrait aussi être prouvé par une activité lucrative effective, comme par exemple un contrat de travail durable que l'étudiant aurait déjà signé, par exemple un emploi à mi-temps pendant 1 an. Eh ben, merci Flo pour toutes ces précisions. On voulait quand même vous prévenir que si vous souhaitez revoir un peu toutes ces infos tranquillement par après sur le site digibxl.be, vous trouverez un article qui parle de l'annexe 32. Et là, vous pourrez un peu revoir tranquillement la liste de toutes les possibilités que vous avez. Parce qu'on voit que ça fait quand même beaucoup de documents. Et il y a encore une info à donner, si je ne m'abuse, sur la demande de visa. Alors oui, pour terminer avec la demande de visa, on a encore quelques infos à vous donner qui concernent la procédure. Pour introduire sa demande de visa, on doit payer des frais administratifs. C'est ce qu'on appelle la redevance. Pour les séjours pour études, la redevance, elle est de 220 €. Les autorités belges chargées de l'examen des demandes de visa pour études doivent prendre une décision dans un délai de 90 jours. Alors c'est 90 jours à partir du moment où l'ambassade ou le consulat a remis un accusé de réception à l'étudiant qui a rendu un dossier complet avec tous ses documents. Bon, la loi dit que la procédure doit durer maximum 90 jours, mais nous, en pratique, ce qu'on voit, c'est que ça peut être vraiment plus long. L'Office des étrangers indique même sur son site internet, je cite,
La capacité des autorités belges a été régulièrement renforcée, mais elle n'est pas illimitée. Chaque année, l'Office des étrangers refuse un nombre important de demandes de visa pour études qui n'ont pas pu être examinées en temps utile. Et en effet, chaque année, on constate qu'il y a du retard pour de nombreux dossiers. Ça veut donc dire qu'il est important de faire sa demande de visa le plus tôt possible. L'Office des étrangers précise aussi que l'étranger qui introduit sa demande visa tardivement doit être conscient que, en raison du nombre important des demandes de visa pour études à examiner sur une courte période, les autorités belges ne pourront peut-être pas prendre leur décision avant la date à laquelle il est attendu en Belgique. Donc en gros, l'Office des étrangers dit qu'ils sont en retard dans le traitement des dossiers et qu'une demande peut être refusée à cause de ce retard. Alors suite à tout ça, nous, on conseille d'introduire sa demande de visa avant le 30 juin, parce que la procédure peut durer 3 mois et que l'étudiant doit être en Belgique et définitivement inscrit dans son établissement d'enseignement au plus tard le 30 septembre. Une demande de visa introduite à partir de début juillet a donc de fortes chances d'être rejetée. Et sur ce, j'en ai fini avec la demande de visa. Eh bien, merci Mel. Alors, on voit que c'est effectivement un gros morceau et une série de démarches assez complexes et surtout un calendrier assez serré. Ouais, tout Et à chargé. fait. Et très chargé. Chargé et aussi qui coûte cher. C'est une procédure, on l'a vu, il y a différentes étapes qui ont leur petit prix. J'ai une petite question d'ailleurs. On disait que les étudiants n'avaient pas spécialement de contact avec leurs garants. Donc comment ça se passe en fait? Je ne comprends pas s'ils ont des garants mais ils ne les connaissent pas ou... Ça dépend, c'est pas toujours spécialement qu'ils les connaissent pas, mais comme le garant doit remplir certaines conditions, notamment soit de nationalité, titre de séjour, etc. Parfois il faut bien chercher. Ça va être une connaissance de la famille qui va peut-être accepter d'être garant, mais en fait qui va pas vraiment avoir de lien avec l'étudiant et qui va pas être là pour le dépanner à chaque fois qu'il y a un petit couac. Que ce soit matériellement Voilà, ou c'est ça. au niveau de l'accueil, etc. D'accord, ok. Je comprends mieux. Alors maintenant, on va passer aux étudiants de l'UE, donc l'Union européenne. Et alors là, j'imagine, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les démarches sont un peu plus faciles. Oui, tu imagines bien, Juliette. Alors, pour quelqu'un qui possède la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou encore de la Norvège, du Liechtenstein, de l'Islande ou de la Suisse, l'accès au territoire belge se fait sur simple présentation de la carte d'identité ou du passeport national valable. Il n'y a donc pas besoin d'introduire une demande de visa pour études. La demande de séjour se fera directement en Belgique à l'administration communale où la personne va se domicilier. Car oui, c'est pas parce qu'on peut venir sur le territoire belge qu'il faut rien faire. Donc l'étudiant étranger membre de l'Union européenne doit quand même se présenter à l'administration communale pour s'enregistrer. Les démarches à faire avant d'arriver en Belgique vont donc concerner les études. Comme pour toute personne qui a été scolarisée à l'étranger, il faudra introduire une demande d'équivalence de diplôme si on veut s'inscrire à un premier cycle d'études, donc à un bachelier. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas besoin de faire une préinscription. La personne pourra venir en Belgique faire directement son inscription définitive. Pour terminer, on fait juste une remarque qui concerne les études contingentées, qui attirent énormément d'étudiants venus de pays étrangers et principalement de France. Un petit rappel sur ce que veut dire études contingentées. Je vais l'expliquer tout de ça suite. va. Ça arrive. Ça va. Donc les études contingentées, c'est que donc pour certaines filières en Belgique, le nombre d'étudiants non résidents autorisés à s'inscrire est limité lors de la première inscription. Donc un étudiant non résident, en très résumé, c'est un étudiant qui n'était pas domicilié en Belgique avant d'y entamer ses études. Un système de quotas a été mis en place en raison du nombre très important d'étudiants étrangers qui souhaitent s'y inscrire. Alors cela concerne les études de médecine, sciences dentaires, vétérinaire, logopédie, kinésithérapie et audiologie. Le quota d'étudiants étrangers autorisés à s'inscrire dans ces filières est fixé à 15% en médecine, 20% en vétérinaire et 30% dans les autres bacheliers. Cela veut donc dire que si le nombre d'étudiants étrangers souhaitant s'inscrire dans ces filières est trop élevé, il y aura un tirage au sort pour déterminer quels étudiants pourront suivre ces études. Ça va, là j'ai compris. Alors maintenant qu'on sait tout ce qu'il faut faire avant, Florence, tu vas nous expliquer les démarches à faire une fois que l'étudiant est arrivé en Belgique. Oui. Et alors, cette fois aussi, on va commencer avec les étudiants hors UE. Alors, une fois que l'étudiant a obtenu son visa D, on va voir les démarches à faire lorsqu'il arrive en Belgique et ce à quoi il a droit ou pas pendant son séjour. À son arrivée sur le territoire belge, il est possible
Premièrement, que la police des frontières contrôle à nouveau si toutes les conditions du visa sont bien respectées. Ensuite, l'étudiant il va devoir se rendre à la commune dans les 8 jours qui suivent son arrivée sur le territoire avec tous ses documents afin d'obtenir son titre de séjour. Donc le visa, il permet seulement à l'étudiant d'entrer sur le territoire belge. Pour être autorisé à rester, séjourner, l'étudiant il doit demander son titre de séjour. Une fois la demande faite à la commune, l'étudiant il va recevoir une annexe 15. Et cette annexe 15, c'est le document qui prouve que la personne a bien fait sa demande à la commune, est autorisée à séjourner en Belgique en attendant de recevoir la réponse. Et ensuite, si tout est en ordre, la commune elle pourra lui délivrer une carte A, qui sera son titre de séjour valable 1 an, jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Alors, une fois qu'il est en Belgique, quels sont ses droits à cet étudiant ? Premièrement, les étudiants étrangers, ils ont le droit de travailler en Belgique. Sur le titre de séjour, il sera indiqué « accès au marché du travail limité ». C'est limité parce que les étudiants étrangers qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne, ils ont le droit de travailler, mais ils ne peuvent pas travailler plus de 20 heures par semaine pendant les périodes scolaires. Donc pendant les périodes de vacances scolaires, là, il n'y a pas de limite d'heures. Mais l'idée derrière cette limite, c'est que la raison principale du séjour en Belgique, c'est les études. Et donc si l'étudiant travaille plus de 20 heures par semaine, les autorités elles vont considérer que son but principal, c'est pas de venir étudier ici. Donc il faut bien faire attention à ça, parce que si on ne respecte pas cette limite, on pourrait perdre son titre de séjour ou ça pourrait empêcher le renouvellement l'année suivante. Alors l'étudiant, il aura aussi le droit de circuler au sein de l'Union européenne. Donc il pourra par exemple aller en vacances ou rendre visite à de la famille dans un autre pays de l'Union européenne pendant qu'il séjourne en Belgique. Et alors, est-ce qu'il y a des choses, en revanche, auxquelles n'a pas droit l'étudiant étranger ? Oui, il y a aussi des choses auxquelles il n'a pas droit. Et là, on l'a dit plus tôt, une des conditions de séjour pour les étrangers, c'est de ne pas être une charge économique pour l'État belge. Et donc concrètement, ça implique qu'un étranger n'a pas droit aux aides sociales, comme par exemple l'aide du CPS. Il n'aura pas non plus droit aux allocations d'études. Donc là, en effet, les ressortissants de pays tiers, ils doivent avoir leur résidence en Belgique depuis au moins 5 ans pour pouvoir demander les allocations d'études, donc les bourses d'études. C'est pour ça qu'on insiste vraiment fort sur les moyens dont dispose l'étudiant hors UE qui veut venir en Belgique. C'est vraiment un projet qui coûte cher. Tout d'abord, il y a les frais d'inscription qui peuvent être assez élevés. Par exemple, à l'université, les frais d'inscription majorés pour les étudiants hors UE sont de 2 505 € par an à partir de l'année 2023-2024. Alors ça peut être moins que ça en fonction des pays d'origine, mais c'est quand même assez élevé. Ces étudiants, en plus de ça, ils n'ont droit à aucune aide financière de la part de la Belgique et ils vont quand même devoir payer, en plus de l'inscription, les frais de logement, les frais de transport, la nourriture, le matériel de cours, etc. Donc la Fédération des étudiants francophones, elle estime qu'une année d'études en Belgique, ça coûte en moyenne 12 269 € pour les étudiants qui cotent. Donc ça, c'est en plus de la réserve d'argent dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment en moyenne ce que coûte une année d'études pour un étudiant qui doit loger. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. En comptant tout, les études, le logement, les frais pour vivre, etc. Donc s'il a un garant, le garant doit répondre à des conditions financières qui n'ont rien à voir avec les 12 000 € dont tu parles, c'est vraiment une estimation de la FEF qui a fait cette estimation-là pour chiffrer un petit peu ce que coûtent les études en Belgique. Quoi. Donc c'est très cher, quoi. Ça fait beaucoup d'argent. Donc ça concernait les étudiants hors UE. Et donc on va passer maintenant à ce que doivent faire quand ils arrivent les étudiants qui viennent d'un pays de l'Union européenne. Alors pour rappel, ces étudiants-là, ils n'ont pas besoin d'un visa pour entrer sur le territoire belge. L'étudiant qui vient d'un pays UE, quand il arrive en Belgique et qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de 3 mois, il doit demander ce qu'on appelle une attestation d'enregistrement, donc dans les 3 mois de son arrivée sur le territoire. Alors comme document pour se rendre à la commune, il aura besoin de l'inscription dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu, subsidié. Il aura besoin d'une assurance maladie couvrant les soins de santé en Belgique et d'une déclaration de ressources suffisantes ou de tout autre moyen équivalent qui certifie qu'il dispose de ressources suffisantes. Avec tout ça, l'étudiant il va recevoir une annexe 19, qui est un document attestant qu'il a bien introduit sa demande. Et quand la commune aura fait ses vérifications, il recevra son attestation d'enregistrement, qu'on appelle aussi annexe 8, et qui a une durée de validité de 5 ans. Donc à tout moment, l'étudiant il pourra demander à recevoir son attestation d'enregistrement sous forme de carte électronique appelée carte E. Les citoyens de l'Union européenne, ils ont également le droit de travailler en Belgique, sauf que eux, ils ne sont pas soumis à la limite de 20 heures de travail par semaine. En revanche, tout comme les ressortissants de pays tiers,
un étudiant de la nationalité d'un pays de l'Union européenne, il ne peut pas être pris en charge financièrement par l'État. Et donc, il n'aura pas accès aux aides sociales. Il y a cependant une petite exception qui concerne les allocations d'études, donc les demandes de bourse. Les ressortissants d'un pays de l'Union européenne, ils ont le droit d'introduire une demande d'allocation d'études s'ils sont domiciliés en Belgique au moment où ils introduisent leur demande. C'est assez simple, il suffit il suffit d'être inscrit à la pendant commune. l'été. Il n'y a pas besoin d'être là depuis 5 ans, Voilà. comme les étudiants hors UE. C'est plus facile. Ok, merci pour toutes ces explications. On va faire une deuxième petite pause musicale. On va écouter Iko et Pauvre Lola et on se retrouve tout de suite après sur Radio Panique 105.4. Pour se voir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Pour se voir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, ne pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, ne pas l'entreprendre. Il était montagne qu'elle aime entendre, tendre Lola. Oui, quelques montagnes devraient attendre Lolita. Ce que ça va rendre, ça va dépendre, pauvre Lola. Ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. On peut pas te prendre, tu dois t'en rendre compte, Lola. On peut pas te prendre jusqu'au calendrier, crève Lola. Voilà, c'était Pauvre Lola de Iko et Mori. Vous écoutez toujours la Jury Click, l'émission d'Inforjeune Bruxelles sur Radio Panique 105.4. Alors cette semaine, c'était une émission spéciale étudiants étrangers. Donc on a vu une bonne partie des démarches à faire avant, des démarches à faire pendant que l'étudiant est sur le territoire belge. Alors on va continuer dans ce type de démarche puisqu'on va voir quand l'étudiant commence à suivre les cours, il fait sa vie, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors après un an d'études, l'étudiant étranger hors UE, il va devoir renouveler son titre de séjour. Donc ici, ça ne concerne pas les citoyens de l'Union européenne, puisque eux, ils ont leur attestation d'enregistrement qui est valable 5 ans. Donc les étrangers hors Union européenne, ils devront se présenter à nouveau à la commune, au plus tard 15 jours avant l'expiration de leur titre de séjour. Et donc en principe, le titre de séjour pour études, il est valable jusqu'au 31 octobre. Il faudra donc se rendre à la commune avant le 15 octobre avec tous ces documents. Et la commune, qu'est-ce qu'elle va vérifier ? Elle va vérifier que toutes les conditions de séjour sont bien respectées. Donc s'il n'y a pas de changement du tout dans la situation de l'étudiant, la commune, elle peut elle-même décider de renouveler le titre de séjour. Si la commune, elle a un doute, ou s'il y a un changement au niveau des études, par exemple, la commune, elle va transmettre la demande de l'étudiant à l'Office des étrangers, et c'est l'Office des étrangers qui prendra la décision et qui l'enverra ensuite à la commune. Alors dans quel cas, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir un refus de renouveler le titre de séjour ? Il y a plusieurs possibilités pour refuser de renouveler le titre de séjour, et là on va parler de 2 cas de figure principaux. Donc le premier, il concerne les études. C'est-à-dire que si l'étudiant n'est inscrit dans aucun établissement, évidemment, il ne pourra pas renouveler son titre de séjour lié aux études. Si l'étudiant se réoriente et change d'études, on conseille d'écrire une lettre de motivation pour expliquer ce choix et justifier que c'est toujours cohérent avec son projet
et son parcours. Et alors enfin, il pourrait aussi y avoir un refus si l'étudiant, compte tenu de ses résultats académiques, prolonge ses études de manière excessive. Et là, il y a toute une liste disponible sur le site de l'Office des étrangers qui explique les critères pour considérer que les études sont prolongées de manière excessive. Par exemple, on va considérer qu'il y a une prolongation excessive des études si après 2 inscriptions, donc 2 années passées dans les études supérieures, l'étudiant n'a pas encore acquis 45 crédits de son cursus. Et il faut préciser que pour évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement des crédits obtenus dans la formation actuelle. Les crédits qui sont obtenus dans les formations précédentes, ils vont pouvoir compter seulement si on a reçu une dispense dans la formation actuelle. Alors, par exemple, un étudiant qui s'inscrit pour la première fois en droit et qui change d'études l'année suivante pour étudier la psychologie, il devra avoir réussi au moins 45 crédits de psychologie à la fin de sa 2e année d'études en Belgique. Une deuxième hypothèse de refus, ça va concerner plutôt les moyens de subsistance suffisants. Donc si la personne elle avait une attestation de prise en charge signée par un garant, ça peut arriver que le garant ne remplisse plus les conditions. Par exemple, il n'a plus de revenus suffisants ou le garant est malheureusement décédé. Dans ce cas-là, il faudra trouver une autre personne pour remplir un nouvel engagement de prise en charge. Donc ça peut aussi coincer à ce niveau-là. Donc, pour vous donner une idée chiffrée, en moyenne en 2021, pour les demandes de renouvellement qui ont été transmises par la commune à l'Office des étrangers, il y a eu 9% de refus dans l'enseignement supérieur reconnu et 3% de refus pour l'enseignement supérieur privé. Donc au total, il y a 304 ordres de quitter le territoire qui ont été délivrés à des étudiants ressortissants de pays tiers. Dis-moi si je me trompe, Florence, mais il me semble aussi qu'une hypothèse de refus, c'est que l'étudiant qui change d'études, il me semble qu'il doit trouver un autre garant du fait qu'il se réoriente. En fait, tout ça dépend un petit peu de comment a été rempli l'annexe 32, donc ce fameux engagement de prise en charge. S'il était mis que le garant se porte garant pour des études de droit à l'ULB et que l'étudiant change de filière, forcément, il faut remplir un nouvel engagement de prise en charge, puisque le précédent ne sera plus correct. Donc ouais, effectivement, il y a quand même pas mal de raisons qui peuvent amener à devoir chercher un nouveau garant, ou en tout cas remplir le papier à nouveau pour que ça colle bien à la réalité. Se réorienter, c'est pas du tout anodin pour un étudiant étranger, quoi. Il faut bien y penser, ouais. Et alors, en cas de refus, est-ce qu'il existe des recours? Non, c'est définitif, un refus de... Bah oui, évidemment, il y a des recours possibles. Par exemple, si l'Office des étrangers pense qu'il y a une prolongation excessive des études, donc par exemple, si après 2 inscriptions, l'étudiant il a validé que 10 crédits au total, il va recevoir un courrier de l'Office des étrangers qui lui dit « on pense qu'il y a prolongation excessive, etc. » Il aura 2 semaines pour répondre à ce courrier. Et ensuite, l'Office des étrangers va prendre une décision. Donc là, l'étudiant qui recevrait même un ordre de quitter le territoire, la possibilité, c'est de faire un recours en justice devant le Conseil du contentieux des étrangers. Et pour ça, il aura besoin de prendre un avocat, etc. Parce qu'il y a quand même son titre de séjour qui est en jeu. Ouais, ok. Ouais. Donc, à nouveau, ce ne sont pas des petites démarches, quoi. Donc, on a vu, dans le cadre de cette émission sur les étudiants étrangers, ce qu'il fallait faire comme démarche avant, pendant... Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe une fois que les études sont terminées. Ouais, donc l'étudiant hors Union européenne, il est admis au séjour en Belgique pour la durée de ses études. Il a donc un visa qui est lié à son statut étudiant, en quelque sorte. Cela veut donc dire que pour rester en Belgique par la suite, il doit changer de statut. Par exemple, il faudra trouver un emploi et dans ce cas avoir un titre de séjour lié au travail, soit un permis unique pour un emploi salarié, soit une carte professionnelle pour une activité indépendante. Là, il y a eu un petit changement depuis l'année 2021-2022. Lorsque l'étudiant étranger hors Union européenne a terminé ses études en Belgique, il peut demander l'autorisation de prolonger son titre de séjour pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise. C'est ce qu'on appelle l'année de recherche. Donc, pour ce faire, la personne, elle doit introduire sa demande à la commune au plus tard 15 jours avant l'expiration de sa carte A. En général, ce sera donc à faire avant le 15 octobre. Alors, comme document, la personne, elle aura besoin d'un passeport ou un document de voyage en cours de validité, la preuve de l'obtention d'un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique. Donc, on ne peut pas bénéficier de cette prolongation de séjour si on n'a pas terminé et réussi ses études. Elle doit aussi amener la preuve qu'elle dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et la preuve qu'elle dispose des moyens de subsistance suffisants, comme toujours. Alors, si l'autorisation elle est accordée, le demandeur reçoit une carte A portant la mention « Recherche d'emploi » qui sera valable en principe jusqu'au 31 octobre de l'année suivante.
Pendant cette année de recherche, la personne, elle a un accès illimité au marché de l'emploi. Donc il n'y a plus la limite de 20 heures par semaine dont Flo parlait juste avant. Donc l'idée de cette année de recherche, c'est vraiment de trouver du travail et d'obtenir un permis unique. Et obtenir ce permis unique, c'est pas si facile. C'est une demande qui doit être introduite par l'employeur. La procédure peut durer 4 mois et il y a un examen du marché de l'emploi qui est fait. Ça veut dire qu'avant d'accorder le permis unique, on va regarder s'il y a d'autres demandeurs d'emploi dans la région qui ont déjà un titre de séjour belge et qui pourraient correspondre au profil recherché par l'employeur. Alors pendant cette année de recherche, la personne, elle n'a plus le statut étudiant, elle ne peut donc plus faire de job étudiant. Et à la fin de cette année de recherche, il faut savoir qu'il faudra avoir changé de statut parce qu'il n'y a pas de prolongation possible. Donc si dans les 12 mois, on n'a pas réussi à obtenir un permis de séjour sur base du travail, malheureusement, l'étudiant étranger, l'ancien étudiant étranger, on va lui demander de quitter le territoire belge. Ok, donc faire attention à la transition. Si vous voulez rester exercer votre profession sur le territoire en Belgique, il faut anticiper. Ouais. À nouveau, comme à chacune des étapes. Ouais. Alors, Mel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure cette émission ? Oui, ça nous arrive d'avoir des questions d'étudiants qui nous demandent... en fait, il y a certains services, des entreprises, des professionnels, bref, qui proposent aux étudiants de faire les démarches pour eux, moyennant un certain prix. Donc, en gros, l'étudiant qui veut venir étudier en Belgique, il paye quelqu'un qui va faire toutes les démarches à sa place. Alors, nous, de notre point de vue, c'est pas spécialement utile. Alors, ça facilite peut-être un peu la démarche dans le sens où l'étudiant ne doit pas s'en charger, mais c'est pas vraiment utile dans le sens où toutes les démarches, l'étudiant peut vraiment tout à fait les faire depuis son pays d'origine et toutes les infos sont disponibles à chaque fois sur les sites officiels. Donc ça peut faciliter la vie, mais c'est pas une nécessité absolue, surtout qu'on en a déjà parlé, venir étudier en Belgique, ça coûte cher, donc payer des sommes d'argent en plus pour faire toutes les démarches, c'est peut-être pas nécessaire, et en plus, on tient à préciser que payer quelqu'un pour faire les démarches, ça ne garantit pas non plus que la demande va être acceptée. C'est simplement que la personne va transmettre les bons documents aux autorités à ta place, mais si la demande est refusée, elle est refusée. Ok, donc c'est pas du tout indispensable et obligatoire. Non, pas du tout, on peut très bien s'en sortir tout seul. C'est pour ça que toutes les infos sont toujours disponibles sur les sites officiels. Et comme disait Mel, pendant que la petite musique passait et qu'on discutait de ça, c'est un petit peu comme si on veut préparer un gros voyage. Si on a envie et qu'on a le temps et que voilà, on va préparer ça tout seul. Si on a trop de sous, qu'on n'a pas le temps, on va faire appel à une agence de voyage, mais c'est pas du tout obligatoire. Ça ne garantit pas que le voyage sera super. Mais d'ailleurs, on retrouve toutes les infos sur les sites officiels. On les retrouve bien évidemment aussi sur notre site, sur inforjeunebruxelles.be, où vous trouverez plusieurs articles sur le sujet. Donc celui dont je parlais tout à l'heure qui concerne l'annexe 32, mais aussi un article qui s'intitule « Venir étudier en Belgique ». Et puis, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter au 02 514 41 11. On a quand même pas mal de membres de l'équipe qui sont formés à ces questions-là. Alors, en conclusion, donc vous aurez compris que pour venir étudier en Belgique, pour une personne qui vient d'un pays hors Union européenne, ce sont des démarches qui prennent beaucoup de temps. On peut évaluer la durée de toutes ces procédures à 1 an. C'est donc un projet de longue haleine qui se prépare vraiment bien à l'avance et, comme on l'a dit plusieurs fois, qui peut coûter assez cher. Donc il ne faut pas négliger le coût des études et de la vie en Belgique, surtout dans des grandes villes comme Bruxelles, puisque, comme on l'a dit plus tôt, on estime que le coût moyen d'une année d'études en Belgique, c'est plus ou moins que 12 000 €. Alors cependant, on ne voudrait pas décourager évidemment les étudiants étrangers. Alors je vous rappelle qu'en 2021, plus de 10 000 visas pour études ont été accordés à des ressortissants de pays tiers. Et alors, petit dernier conseil à celles et ceux qui voudraient venir étudier ici, pensez aussi à vérifier la compatibilité des études entre les différents pays. Parce que par exemple, de nombreux pays d'Afrique francophone suivent le système français, qui lui est différent du système belge. Donc ça veut dire que tous les baccalauréats ne seront pas forcément équivalents au diplôme de fin d'études secondaires belges. Et il y a aussi des filières d'études supérieures qui existent dans d'autres pays, mais pas en Belgique, et vice-versa. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on pourra faire de son diplôme belge à l'étranger et de l'utilité qu'il pourra avoir
pour la suite. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Si vous voulez retrouver aussi l'émission en podcast sur YouTube, vous verrez qu'on a toutes nos émissions qui sont là, avec tous les liens utiles qui se retrouvent en dessous de la vignette principale. Sur ce, je dis au revoir à tous, à tout le monde, et puis aux auditeurs, à passer une bonne journée à l'écoute de Radio Panique 105.4. Nous on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Salut.